Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, excusez-moi, je regardais les messages Discord. Non, il n'est pas là. Ah, curieux. Je sais pas ce que j'ai fait de mon téléphone. J'ai dû le ranger dans une poche, mais laquelle, je sais pas. Bon, ceci étant, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine, parce qu'on arrive quasiment à la fin. Ce soir, on se retrouve pour les sorties de la semaine. Vous savez, quand on fait l'émission Les Cafés du Cinéma le mardi, je décale au jeudi les sorties de la semaine au lieu que ce soit le mercredi comme d'habitude. Hop. Et on va attaquer tout de suite avec un premier film de Quentin Dupieux qui ne s'arrête plus. Il va nous sortir bientôt 3 films par an. Et on attaque tout de suite avec la bande-annonce. Maître, on peut faire une pause un peu là? Putain, quel enfer! Mais ça va pas la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est? Dali est probablement On est là! le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque? Moteur! Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est les dessins de les enfants. Ça, je ne peux pas les supporter. C'est moi, un plus vieux. Un vieux vous? Oui, très vieux, très laid. En chaise roulante. Alors voilà, ça commence en enfer. En enfer. C'est inadmissible. Pablo! Voilà! Monsieur Dali, s'il vous plaît! Mais je ne vous entends pas. Là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Oh. Là, c'est Ali. Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre. Voilà pour cette bande-annonce. Bon, Quentin Dupieux, on connaît, on sait que c'est assez barré à chaque fois. Il a son univers. Il faudrait que j'inverse mon clavier et ça, ce serait quand même beaucoup mieux. Mais à chaque fois, quand même, bon, on passe des bons moments devant le film. Faut rentrer dans le délire du moment, quoi. Ça, c'est sûr que par contre, faut rentrer dedans. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Note d'intention. Quentin Dupieux déclare: pour réaliser et écrire cet hommage, je suis entré en connexion avec la conscience cosmique de Salvador Dali et je me suis laissé guider les yeux fermés. Le maître m'a tout d'abord ordonné de convoquer plusieurs comédiens brillants pour interpréter son personnage. Trop complexe pour un seul homme, nous avons ensemble rendu visite à Buñuel pour lui subtiliser quelques images et quelques idées. Il m'a ensuite conduit de force dans les tréfonds de ses angoisses morbides et dans ses rêves pour m'orienter, puis j'ai fini par reprendre le contrôle de mon film de justesse pour simplement en faire une déclaration d'amour à cet homme. Dali le disait lui-même, sa personnalité était probablement son plus grand chef-d'œuvre. Mon film raconte cela modestement. Un non-biopic Dali et tout sauf un biopic de Salvador Dali, le sujet du film. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Étant l'impossibilité justement de raconter l'artiste. Quentin Dupieux souligne, Dali est partout et nulle part. Quand j'ai rêvé ce film, j'ai très vite senti qu'il ne fallait pas faire un film sur, mais avec Dali. Essayer de chercher une forme de liberté que son travail m'inspire. Raconter Dali à l'école de peinture, expliquer ses frustrations, ses ambiguïtés. Filmer l'artiste au travail, ça ne m'intéresse pas. J'aime presque plus Dali l'homme, le génie de la communication que Dali l'artiste. J'aime la manière dont il a constamment cherché à échapper à son image en jouant avec elle. L'hommage du film à Dali, c'est ça, un non-film sur Dali pour un type qui n'aurait jamais voulu qu'on le mette dans une boîte. Les références. Le film s'ouvre par un plan qui reproduit un de ses tableaux, Fontaine nécrophilique. Ouvrir le film par ce tableau, c'est une façon de ramener le spectateur à son œuvre
de donner les règles du jeu, de prévenir les spectateurs. On entre dans un monde où les pianos sont des fontaines infinies, où poussent des arbres sur fond de paysages dorés, explique le réalisateur. Mais au-delà de cette ouverture, les références à l'œuvre du peintre espagnol ne sont pas directes. Il s'agit plutôt de détails. Ça aurait été idiot de refaire ses œuvres. Ce qui m'intéressait plus, c'était d'imaginer le monde qui a pu donner ses œuvres, comme si Dali vivait dans ses tableaux. L'idée que la plus belle œuvre d'art de Dali, c'est sa personnalité. Pourquoi Dali ? Pour Quentin Dupieux, Dali est une utopie qui a disparu. Pourquoi pas ? Il précise, à la fois comme homme et comme artiste, quand je pense à lui, je revois un monde où l'art est au centre, où les artistes sont au cœur de la société, on les voit sur les plateaux TV, dans les journaux. Ils ne craignent pas d'être provocants, absurdes, gênants même. Dali disait parfois des trucs complètement débiles, on haussait les épaules et on passait à autre chose. Je le montre dans le film, mais l'art a disparu de notre quotidien. Avec Dali, il a essayé d'imaginer un dialogue entre le cinéma et l'artiste et de lui rendre un hommage modeste, mais fou et libre. Alors fou, ça c'est sûr. Buñuel est né Monty Python. Le film est nourri par le cinéma de Louis Buñuel, mais aussi par celui des Monty Python. Quentin Dupieux explique, il y a une liberté dans leur film qui m'a toujours réjoui. C'est de la comédie à la fois exigeante et complètement débile. Comme chez Dali et Buñuel, il y a chez eux la recherche d'un langage nouveau, le refus de la bienséance, le goût de la provocation, mais aussi une forme de tendresse, d'humanité qui me touche. Dali a plusieurs visages. 5 comédiens prêtent leur trait à l'artiste espagnol. À l'origine, il devait y avoir encore plus d'interprètes, mais certains d'entre eux ont spontanément quitté le projet. C'est par exemple le cas de Pierre Ninet et Dali, au départ annoncé au casting. De manière très naturelle, presque, ils ont senti qu'ils n'avaient rien à apporter à Dali, que quelque chose ne fonctionnait pas, que ça coinçait, confie le réalisateur. Donner le même rôle à plusieurs acteurs permettait à Quentin Dupieux de briser l'idée du biopic. Dans ce genre de film, tout le monde attend la performance, comment un tel va jouer tel ou tel mec, que tout le monde connaît, ça peut être bluffant parfois, mais 10 minutes, pas plus. Après, on fait quoi ? En mélangeant les Dali et en proposant plusieurs comédiens de le jouer, ça reste ludique, on ne peut pas se lasser, on est toujours surpris. Michel a dit 2 fois bonsoir, comme ça au moins on est sûr qu'on a dit bonsoir. Voilà donc pour Dali. Quelles sont les premières critiques presse largement encensées par la critique, puisqu'il a quand même un 3,8 sur 5. Donc bon, Quentin Dupieux maintenant, on connaît, on est habitué à son délire. Allez, film suivant. Res Flor Glory Audi vs Lancia, inspiré de faits réels, WRC, championnat du WRC 1983. Et a priori, c'était un affrontement légendaire entre ces deux marques automobiles. On regarde la bande-annonce. Le rallye est un sport dangereux. Il y a des choses qui vous font peur ? Une seule. Perdre. Audi bat Lancia à chaque épreuve. Audi file vers une nouvelle victoire. Une Audi Quattro. Ils sont bons, ces Allemands. Stop! Elle tourne mieux que l'an dernier. Parfait. Au boulot. Et bonne chance. Je vous présente la nouvelle Lancia 037. Et qui conduira ce bolide ? Le meilleur. Donne-moi une seule bonne raison d'accepter. On ne gagnera que si c'est toi qui conduis. Avec cette voiture, tu ne pourras jamais me battre. On sera champion du monde. Au boulot. Il pense qu'il peut nous battre sans une 4 roues motrices. Putain de merde! Les Italiens nous ont roulés. Écrase-moi cette pédale. Fonce, c'est maintenant ou jamais. Pour Lancia et Audi, tout va se jouer aujourd'hui. Tu penses qu'il finira comment, ce championnat? Par une victoire.
j'ai envie de dire fan de rallye, bonjour. Si je mets ma bouteille d'eau dans le bas de l'écran, ça va pas le faire. Je ne vois plus le bas de l'écran. Et donc, oui, il y a pas mal de films comme ça. On a eu Ford au Mans 64, mais je sais plus quelle équipe c'était. Peut-être contre Ferrari, qui dominait Le Mans à un moment. Voilà, on a régulièrement comme ça des films sur les combats, les guerres entre marques de voitures. Quand c'est bien fait, et là ça a l'air plutôt pas mal fait, il y a des bons acteurs, donc on doit pouvoir passer un bon moment devant. Naissance du projet, l'intrigue de Race for Glory Audi vs Lancia est née lorsque Riccardo Scarmaccio a rencontré Cesare Cioro, directeur sportif charismatique des années 70 et 80. Si ce dernier est la principale source d'inspiration du projet, le scénario ne s'appuie pas sur une documentation écrite, mais sur le témoignage direct du directeur sportif. Celui-ci a en effet raconté l'édition 1983 du championnat du monde des rallyes, particulièrement explosive, où l'écurie italienne Lancia affrontait la puissante écurie Audi qui faisait la fierté de l'Allemagne. Le comédien explique, c'est une histoire formidable, une toute petite équipe sans grands moyens bat une grosse entreprise qui détient l'argent et la supériorité technologique. Et celle-ci perd parce que ce qui compte avant tout, ce sont les liens d'amitié, l'humanité et la sensibilité. C'est le cœur du film. Plusieurs défis techniques pour reconstituer avec précision l'environnement du championnat des rallyes de 1983. Dans le film, la production s'est largement appuyée sur le recours à de véritables voitures d'époque et à des cascades physiques. Ceux qui ont prêté les voitures, ils ont dû dire « vous me mettez des assurances là-dessus ». Parce que généralement, ceux qui ont des voitures de collection comme ça, en plus équipées rallye, ils doivent y tenir comme la prunelle de leurs yeux. Il était primordial pour la production, pour restituer la vitesse et l'intensité de la course qui se déroule sur des routes goudronnées et des chemins de gravier et non des circuits spécialement conçus pour la F1, que l'action soit filmée in situ. La production n'a fait appel aux effets infographiques que pour modifier des détails en arrière-plan et non pour bousculer artificiellement le fonctionnement physique d'un véhicule. Les scènes d'action les plus complexes, filmées en partie depuis un hélicoptère, ont été tournées dans plusieurs sites en Italie pour camper les forêts touffues de Finlande, les routes accidentées et rocailleuses de Grèce et les paysages de San Remo traversés par des pistes goudronnées. Donc, en Italie, on fait croire qu'on est en Finlande, c'est original. Les toutes dernières séquences au moment où Lancia fête son triomphe ont été tournées à quelques pas de la plage de San Remo, la même où le véritable rallye s'est déroulé en 1983. Je voulais que le film soit aussi réaliste que possible avec les voitures principalement, mais aussi les logos et tous les détails qui nous ramènent en 1983, confie le producteur Jérémy Thomas. Alors c'est sûr que l'erreur des logos, il y a des fois ça jure. Je sais plus sur quel film, ils n'avaient pas fait gaffe que sur une voiture, il restait un logo Netflix, alors que Netflix n'existait pas à l'époque. Niveau crédibilité moyen. Une histoire méconnue. Si l'authenticité était cruciale, Jérémy Thomas et Riccardo Scarmaccio ne cherchaient en aucun cas à produire un biopic qui s'attache servilement à la réalité historique. Par chance, les événements et les personnages ne sont pas connus de tous, si ce n'est des passionnés de sport automobile. Scarmaccio précise, notre protagoniste n'est ni Ayrton Senna, ni Alain Prost, ni Michael Schumacher ou Valentino Rossi. C'est mieux parce qu'on dévoile une histoire qui possède la force et la structure d'un grand récit de sport mécanique. Et c'est plus facile pour que le spectateur accepte l'idée que j'ai les traits de Cesare Fioro. De même, c'est plus facile de croire que Volker Brutsch est Walter Röhrl et que Daniel Brühl est Roland Gumberger. On n'était pas gêné par les contraintes du biopic, on n'a pas cherché à imiter ou reproduire quoi que ce soit. Il s'agit de notre interprétation de cette histoire. Pas de circuit. La nature viscérale du rallye automobile était un autre atout. On ne voit pas de voiture sur un circuit, mais traverser des montagnes sous la neige, etc. Ce qui compte surtout, c'est qu'on voit des voitures s'engager sur de véritables routes.
Dans les années 80, les spectateurs sur le bas-côté pouvaient même toucher les voitures lancées à toute vitesse. Alors depuis, ils ont mis des barrières quand même pour éviter ça. Parce que une voiture qui fait une sortie de route, ça peut arriver, et lancer à pleine balle, ça a vite fait de partir en tonneau, et ça peut faire des morts. C'est arrivé. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont mis depuis des barrières. Un film européen. Souhaitant s'éloigner des faits réels, les scénaristes ont inventé le personnage du médecin de l'écurie Lancia, Jane, interprétée par l'actrice anglaise Cathy Clarkson-Hill. Sa nationalité était un élément essentiel du projet, selon Riccardo Scarmaccio. L'Angleterre est totalement partie prenante du film. Tout d'abord, Jeremy en est le producteur. Ensuite, Jane est la fille d'un pilote britannique qui est mort lors d'un rallye il y a plusieurs années. Nous voulons que l'Angleterre fasse partie de l'Europe à nos côtés. C'est très important, quoi qu'en disent les journaux et les responsables politiques. Nous sommes tous très liés les uns aux autres, Allemands, Italiens, Anglais. Nous sommes tous Européens, nous avons des points communs mais aussi des différences. Le film tente de montrer les deux aspects car les Italiens ont battu les Allemands grâce à un pilote allemand qui n'avait pas vraiment envie de gagner car c'était un type romantique. Daniel Brühl de la partie, c'est le responsable du coup technique de Lancia dans la bonne annonce pour mettre un visage dessus. Ce n'est pas la première fois que Daniel Brühl prend part à un film relatant une histoire vraie dans le monde du sport automobile automatique. L'acteur a ainsi joué en 2013 le pilote Niki Lauda dans Rush, réalisé par Ron Howard. C'était quoi ce film déjà? Ah ouais, il était bien celui-là. Là par contre, on était sur les circuits Formule 1, tout ça, là c'était... Un feel-good movie. Stefano Mordini et son équipe ont cherché à concevoir un feel-good movie. Riccardo Scarmaccio confirme, c'était en tout cas notre intention. Même ceux qui ne sont pas passionnés de voitures et de sport mécanique trouveront qu'il se dégage une énergie folle de cette histoire. Il ne s'agit pas tant de voitures que d'êtres humains, car au-delà des voitures, il y a des hommes et des femmes, des gens passionnés. Ce qui nous touche, ce sont des histoires où la tension entre vie et mort est palpable, et c'était particulièrement le cas dans les années 80. On se met dans des situations extrêmes parce qu'inconsciemment, on peut avoir le sentiment d'approcher Dieu. À un moment donné dans le film, quelqu'un pose cette question. Qu'est-ce qui nous pousse à faire tout ça? Sans doute parce que si on arrive à négocier un virage, on garde la mort à distance. C'est une manière d'exorciser la mort. C'est fondamentalement ce qui nous a poussé à faire ce film. Et c'est vrai ce qu'il dit parce que c'est... Comment il s'appelait? Un autre grand pilote de WRC, Colin McRae, il disait qu'il aimait le WRC parce que c'était, il cherchait la trajectoire la plus parfaite pour éviter la mort. C'est une motivation comme une autre. Film suivant, le film à Patoun. On en a un tous les ans en ce moment. On a eu Mia et le lion blanc. On a eu le loup et le lion. Cette année, Gilles Denestre revient avec un jaguar. On regarde la bande-annonce. Et c'est un bébé jaguar? Je vais t'appeler Hope. Je serai là pour te défendre. Hope. Je me disais... je pouvais ne pas aller en cours. Automne, tu vas à l'école et c'est tout. Je vais demander à un élève d'aller chercher les grenouilles au labo. Je vais vomir. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'appeler la SPA. C'est quoi ça? Ça, c'est rien, ça. Cher Doc, la situation s'aggrave de jour en jour. Il ne reste qu'un seul et unique jaguar dans la région. On doit aller la sauver. Voilà, bon, on a tous les classiques. L'animal tout mignon à sauver, il est petit au début, il grandit. Il y a les méchants chasseurs, il y a tout est là. Il n'y a rien de plus à dire. Alors, naissance du projet. Le dernier jaguar est indirectement lié à Mia, le lion blanc. Et le lion blanc, pardon.
et son succès un peu partout dans le monde. Gilles Demestre confie, les spectateurs nous demandaient une suite, c'était inenvisageable, la relation entre la jeune fille et le lion s'était arrêtée avec la fin du film et du tournage, on ne pouvait pas la reprendre. Un Millet et le Lion Blanc 2 était exclu. Tout à fait, c'est vrai que c'est les vacances, forcément ça va marcher, quoi. Mais ça m'a fait réfléchir à une autre idée, utiliser le même attelage pour mettre en lumière cette fois la destruction de la forêt amazonienne et le très lucratif et méconnu trafic d'animaux. Un film où cette cause serait portée par une relation hors norme, celle entre une enfant et un jaguar, le prédateur mythique de la forêt amazonienne, le jaguar très méconnu que l'on voit rarement dans les films et une toute jeune fille. Mais comme pour Mia, on devrait d'abord réussir à créer une véritable relation entre eux. C'est ainsi qu'est né le dernier Jaguar. Alors, où est-ce qu'ils ont tourné ça? Le tournage s'est déroulé en janvier 2022, puis de septembre à début décembre 2022, à Playa del Carmen, au Mexique, et à Montréal, au Canada. Une triste réalité. Avec le dernier Jaguar, Gilles Demestre évoque la destruction de la forêt amazonienne et le trafic d'animaux, deux phénomènes qui ne datent malheureusement pas d'hier. Comme il explique, la déforestation est gigantesque, incontrôlable et le trafic des animaux est l'un des plus importants au monde. Nos projets partent souvent d'un message qu'on souhaite faire passer. Le film dit que nous nous tirons une balle dans le pied. Millon et le lion blanc révélaient l'horreur de la chasse au lion. Le loup et le lion dénonçaient l'utilisation des animaux pour le divertissement comme le cirque. Dans le dernier Jaguar, nous traiterons du plus gros problème que l'humanité affronte aujourd'hui. Mais la manière, la comédie d'aventure parlera autant à un enfant français qu'à un enfant colombien, chinois ou marocain. Le film est amené à voyager, nous cherchons à ce que notre narration soit universelle et internationale. Le choix de Lumi Pollack. Gilles Demestre explique pourquoi il a choisi Lumi Pollack pour incarner l'héroïne du film. Parmi tous les enfants qui passent des auditions, je choisis plusieurs petites filles qui ont une personnalité et qui me semblent être de bonnes actrices. Ensuite, il faut les tester avec de vrais animaux pour voir si elles ont peur et choisir celles qui paraissent le plus à l'aise. Alors c'est vrai que tu choisis une super actrice et tu la fous devant l'animal et elle est en panique totale. Compliqué. Lumi est sorti du lot grâce à son naturel, sa volonté et sa capacité à aller vers l'animal. Un dernier facteur essentiel rentre en ligne de compte pour le casting, les parents. Il faut des parents capables d'assumer l'aventure. Leur enfant allait tous les jours pendant de longs mois passer du temps avec un jaguar, deux en l'occurrence, qui lui sauterait dessus, qui deviendrait de plus en plus gros, de plus en plus fort. Le jaguar est l'animal le plus incontrôlable qui existe, c'est un prédateur solitaire et puissant, qui à l'état sauvage n'écoute pas l'humain. Je rappelle qu'un jaguar est capable de tuer un crocodile de 4 mètres dans l'eau et en quelques secondes. Est-ce que vous laissez votre enfant partir faire cette aventure avec cette donnée-là? Le jaguar est capable de tuer un crocodile de 4 mètres dans l'eau et en quelques secondes. Voilà, à vous de juger. Il faut que les parents aient confiance, qu'ils soient ouverts et aient eux aussi une capacité d'apprentissage. Ceux de Lumi étaient très motivés. Quitter le syndicat, Lumi Pollack rêvait d'être comédienne et avait déjà joué auparavant, notamment dans le drame The Fallout. Même si elle joue une jeune fille de 15 ans, elle n'en avait que 13 au moment du tournage. Gilles Demestre confie, elle avait déjà une volonté en acier et a mis toute son énergie dans le projet. Toutefois, elle était déjà syndiquée à la SAGE, et son syndicat qui est en position de donner son avis a refusé qu'elle fasse le film. Il ne comprenait pas le principe du dernier Jaguar, et refusait de mettre une comédienne de 13 ans en présence d'un animal sauvage. Il n'entendait pas qu'il n'y avait aucun risque. Lumi s'est donc mise en vacances du syndicat pour faire le film. Et elle est retournée au syndicat ensuite. Du coup, il ne sert pas à grand-chose, ce syndicat. Si tu te mets en vacances, tu vas faire ton film, tu dis, bon, bah, maintenant c'est bon, je reviens, j'ai fait mon film. C'est curieux comme concept. Tourné avec de vrais jaguars. Le film a été tourné avec 2 jaguars qui ont grandi ensemble. Le bébé jaguar de la première scène et J'aime la doublure. Au départ, Gilles Demestre pensait tourner essentiellement avec elle, mais l'autre, Hope, s'est avérée beaucoup plus à l'aise devant la caméra. J'aime, elle est devenue dangereuse en grandissant.
Le cinéaste se rappelle, 1 an avant le tournage, nous avons démarré l'imprégnation avec Eram qui incarne Autumn petite. Elle a pu jouer avec Hope et Jem jusqu'à l'âge de 4 mois. Ensuite, les Jaguars ont grandi et c'est devenu risqué pour Eram, alors on a arrêté. On a ainsi mis en boîte toutes les premières images. Pendant ce temps-là, Lumi s'imprégnait aussi avec les Jaguars, elle jouait avec eux, mais sans qu'on la filme, ça a duré 1 an. Puis le tournage de toute la partie du film où Autumn revient dans la jungle et retrouve son Jaguar a pu démarrer. Espèce menacée, encore une. Les Jaguars utilisés viennent du Mexique où s'est déroulé le tournage. Gilles Demestre a récupéré les Jaguars bébés de main d'éleveurs mexicains. Le commerce étant légal dans ce pays, ils ont été pris en charge tout de suite par les coordinateurs animaliers. Le jaguar est menacé de disparition totale, essentiellement à cause de la déforestation. Sur toute l'Amazonie et l'Amérique latine, il ne reste que 15 000 individus à l'état sauvage. C'est très peu et c'est une cause que nous jugeons essentielle de défendre avec prune auprès du grand public. 15 000 sur toute la partie. Effectivement, ça fait pas beaucoup, parce que c'est quand même énorme l'Amérique latine. Faux décors mais vrais animaux. Gilles Demestre a tourné dans des zones très civilisées où il y a beaucoup de gens. Comme il est impossible de balader un jaguar à droite et à gauche, le réalisateur et son équipe ont truqué les décors. On a construit une fausse rivière, une fausse canopée, on a utilisé des fonds bleus pour donner de la dimension qu'on ne peut pas donner dans l'espace où vivait le jaguar. Mais c'est tout. Pour la relation entre l'enfant et l'animal, nous offrons de l'authenticité et de la vérité. Utiliser un faux décor ne me dérange pas, mais mon cinéma implique forcément que le jaguar saute sur Lumi lorsqu'il se retrouve au bout de 3/4 d'heure de film. On ne peut pas tromper le spectateur. Un imprégnateur d'animaux. Pas un inséminateur. C'est pas la même chose. La production a sollicité très en amont du tournage les services de Jean-Philippe Magnone, qui est imprégnateur, un responsable des animaux qu'il héberge avec lesquels il crée une relation affective durant toute leur vie. Habitant en Guyane, il possède un centre de réhabilitation pour animaux sauvages et a travaillé pendant des années avec des jaguars. Il se souvient, avant ce film, j'avais déjà eu l'occasion de participer à quelques fictions et surtout des reportages animaliers en tant que consultant, notamment lorsque ces projets impliquaient des reptiles ou des félins. Je fais beaucoup de réhabilitation, on récupère des animaux blessés, malades, des bêtes issues des saisies, souvent des animaux en mauvaise condition. Au départ, je ne devais pas travailler sur le plateau, j'étais là pour la phase d'imprégnation des actrices. Il fallait expliquer aux comédiennes comment se comporter avec des animaux. J'ai finalement été présent pendant le tournage aux côtés de Curtis Befford, le coordinateur animalier. Nous avons la même manière de travailler, c'était une bonne collaboration. Nous nous assurions que les animaux ne ressentent aucun stress ni aucune contrainte. Il faut que ce soit un jeu, c'est le fruit d'un rapport de confiance que nous avons établi depuis qu'ils sont petits. Mais bon, ça n'empêche, et c'est comme ceux qu'on voit avec les lions, là, qui récupèrent des lions petits, qui les nourrissent, qui les élèvent et tout. Et quand on les voit rentrer dans l'enclos comme ça, sans protection, sans rien, et puis que t'as le lion qui court vers lui, quand même avoir une sacrée confiance, parce que quand il lui met la patoune sur la tête, là, comme ça, la patoune, elle fait la taille de la tête, et puis il y a des griffes, on sent bien que, bon, il suffit de pas grand-chose pour que ça finisse mal, quand même, ces affaires, Allez, film suivant, Le Royaume de Kensuke. On quitte les jaguars pour s'intéresser au problème des grands singes. Encore une espèce en voie de disparition. On regarde la bande-annonce. Michael, monte avec moi. Aide-moi à barrer. Toute la famille, ensemble, à la découverte du monde. Des dauphins! Oh, gentil, Stella. La mer est démontée. Stella est dans sa niche, il faut aller la chercher. Michael! Attention!
qui avez construit tout ça. Vous êtes là depuis combien de temps? Kensuke. Michael. C'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Kikambo, sauve-toi! Je comprends pourquoi vous voulez pas qu'on vous trouve. Il faut que vous restiez ici pour les protéger. C'est eux, votre famille. Oui, non, alors. La pub pour Lidl, non, hein, on va s'en passer. Très joli film. Il est mis à partir de 8 ans. Voilà, donc pour aborder le sujet du devenir des grands singes, il peut être très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Note d'intention. Avec le royaume de Kensuke, les réalisateurs voulaient faire un film qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Nous voulions aborder frontalement les thèmes profonds de cette histoire en les transposant dans une aventure familiale destinée au grand écran. C'est le genre de film où la joie et les émotions sont décuplées lorsqu'elles se vivent collectivement avec un public. Nous avons tous besoin les uns des autres, et c'est de cela au fond dont parle le royaume de Kensuke, mais aussi de nos responsabilités, non seulement envers les autres peuples, mais envers toutes les créatures avec lesquelles nous devons cohabiter sur cette petite île qu'on appelle la Terre. Petite. Bon, à l'échelle de l'univers, oui, tout à fait. Adaptation. Le royaume de Kensuke est tiré du roman du même nom de Michael Morpurgo, publié en 1999. Son œuvre la plus connue est sans doute Cheval de guerre, adapté au cinéma par Steven Spielberg. Le royaume de Kensuke est une histoire caractéristique de Michael Morpurgo parce qu'elle mêle des animaux à une histoire d'une grande puissance émotionnelle, ce qui a fait la notoriété de l'auteur, rapporte le co-réalisateur Nell Boyle. La productrice Camilla Deakin révèle « Michael Morpurgo est un formidable écrivain qu'elle réussit toujours à cerner les enjeux émotionnels de n'importe quel récit, et c'est grâce à cela qu'il comprend les enfants, leur désir de nouer un lien avec les animaux, mais il est aussi conscient que les enfants ont à cœur d'être proches des adultes, que ce soit leurs parents ou d'autres. Il raconte des histoires touchantes et d'une grande pureté émotionnelle. » Un message écologique. Pour la réalisateur, l'un des thèmes majeurs du film est l'importance de la protection et du respect de l'environnement. Ce serait merveilleux qu'un jeune spectateur qui découvre le film ait envie d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe dans le monde, sur le réchauffement climatique et les actions qu'on peut mener pour y remédier, explique Nell Boyle. Kirk Andry ajoute « Il y a un message écologique dans le royaume de Kensuke. Vous voulez montrer notamment aux plus jeunes spectateurs que les animaux ont des familles comme la leur. On comprend que même les plus petits insectes entretiennent des liens familiaux. On découvre que ces créatures nous ressemblent, c'est aussi ce dont Michael prend conscience. Elles sont comme lui, elles mènent les mêmes combats et elles ont la même légitimité d'être sur Terre que nous. » Le style visuel. Le film a été réalisé dans un style d'animation artisanale traditionnelle en 2D. L'animation est un formidable moyen d'expression pour raconter le royaume de Kensuke, parce qu'elle apporte une dimension de conte, contrairement au cinéma en prise de vue réelle, et qu'elle nous permet de croire au merveilleux, observe Kirk Andry. Nell Boyle ajoute « Le plus épatant avec l'animation, c'est qu'on peut contrôler chaque élément de l'univers du film. Il faut tout contrôler, car en animation, il faut tout créer. Rien n'existe au départ, du coup le moindre grain de sable, le moindre arbre, la moindre feuille, le moindre nuage derrière cet arbre ont dû être imaginés et dessinés. » Le royaume de Kensuke a demandé 2 ans et demi de travail et sollicité plus de 200 artistes. C'est énorme. Réaliser un film en 2D dessiné à la main est très complexe et mobilise une très nombreuse équipe sur une longue période, explique la productrice Camilla Deakin. Pendant toute cette période, nous faisons travailler des storyboarders, des peintres qui s'occupent des personnages, d'autres qui travaillent sur les paysages, des animateurs, des coloristes, des spécialistes de compositing. Ce sont des gens qui travaillent depuis des mois et des mois sur ce projet, car chaque aspect est réalisé à la main avec un soin maniaque. C'est pour cela qu'on obtient au bout du compte un résultat aussi époustouflant.
Voilà pour ce film. Et c'est vrai qu'en plus, pour moi, à rajouter dans les plus, c'est qu'il y a des possibilités de double lecture. Donc, aussi bien les enfants de 8 ans vont découvrir les grands singes, vont découvrir l'impact du réchauffement climatique, mais les parents vont aussi voir d'autres messages. Donc, vraiment, très beau film pour les vacances. N'hésitez pas à aller le voir. On change de registre avec le film suivant qui réunit Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testu et Mélanie Denicourt. Cocorico, on ne choisit pas ses ancêtres. On regarde la bande-annonce. Bon, t'es prête pour la rencontre? Je suis ravie de rencontrer les parents d'Alice. Tu sais que ton père et moi, on n'est pas du genre à faire des manières, hein. Alors, elle vous plaît? Voilà la beauté. Mais t'es fou, chérie. Je l'ai empruntée à la concession. Elle est même pas encore en vente, hein, c'est une merveille. Tu sais, papa, ça sert à rien de vouloir impressionner les bouviers sauvages. Oh, je sais très bien que ça va les impressionner, mais je fais pas ça pour ça. Bon, allez. Mon Dieu, mais c'est magnifique. Un peu froid, mais joli. Bah alors, vous allez voir les vignes, c'est là qu'ils font leur vin depuis des centaines d'années. On a bien fait de s'habiller un peu, quand même. Ouais. Moi, j'ai bien fait de pas apporter de pinard. Hein. Ça en jette, hein. Pour chauffer ça, la douiller, hein. Frédéric Bouvier-Sauvage, enchanté. Nicole et Gérard faisaient des compliments sur le domaine. Ah oui. Oui. C'est une des plus belles propriétés de toute l'Aquitaine. Je vous fais découvrir. Oh oui, j'adore le billard. Oui, alors moi, je joue à l'américain. Oui, bien sûr, comme dans tous les bars PMU. Chérie, t'as raté quelque chose. Quoi? Un jardin d'hiver magnifique avec des orangers, des orchidées très rares. Nous aussi, on a un jardin d'hiver à la maison. On appelle ça une véranda. Si on a organisé cette rencontre, c'est pour vous dire que François a demandé ma main et que j'ai dit oui, on va se marier. À l'union de nos deux familles, oui. On a un petit cadeau pour vous. Le labo où je travaille est américain. Ils nous ont offert des tests ADN. C'est un test qui détaille toutes vos origines. Ah. Les résultats, les voilà. Hein? Alors, Notre test ADN, il est sur les murs de ce château. Nous sommes en France depuis Louis VI le Gros. Tu sais, ma chérie, c'est un peu comme ton père, hein. Mes ancêtres sont connus depuis longtemps. Je suis française et italienne, et voilà, c'est tout. Enfin, moi, je suis français depuis toujours, alors si ça peut vous faire plaisir, j'ai rien à cacher, moi. Alors, qui commence? Oh putain. Merde. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Voilà. On a des bons retours sur les premières séances la première séance, parce que c'était hier soir, qui a eu lieu. Donc, à découvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Premier film en solo. Cocorico est le premier long métrage en solo de Julien Hervé. Celui-ci a co-réalisé en 2017 Le Doudou avec Philippe Méchelan et est le scénariste des comédies à succès Les Tuches 2, 3 et 4. Nous travaillons avec Philippe depuis des dizaines d'années et je pense que c'est l'évolution naturelle. On a fait des choses ensemble avant d'avoir aussi envie de tenter des aventures en solo. Cette idée de test ADN, c'est une amie qui m'a dit que ça pourrait faire un bon sujet de comédie. À partir de là, j'ai suivi mon intuition, un chemin que j'avais en tête qui me semblait clair et qui m'obsédait presque, raconte le réalisateur. Le château. 2 demeures ont été utilisées pour le château qui sert de décor. Ah bah ça y est, il recommence à vouloir utiliser plusieurs châteaux. Une pour les intérieurs et l'autre pour les extérieurs. Pour les premiers, il s'agit du château de l'écrivain philosophe Michel de Montaigne, situé dans le village de Saint-Michel-de-Montagne en Dordogne. Le réalisateur le décrit, c'est un château très joli, très original. Les murs des pièces sont peints de couleur terre de ciel, ce qui est assez rare dans ce genre d'endroit. C'est en plus un château qui a été peu montré au cinéma car c'est un lieu privé dans lequel la grand-mère de la famille a vécu jusqu'à récemment. Quant aux extérieurs, il s'agit du château de la Rivière, un endroit que Julien Hervé décrit comme majestueux, entouré de vignes. Autre sujet important puisque Frédéric Bouvier-Sauvage produit des grands crus depuis toujours. Ça raconte aussi un coin de France lié à la culture et à notre histoire. Comme un poisson hors de l'eau, le réalisateur revient sur le ressort comique sur lequel repose Cocorico. C'est le principe du poisson hors de l'aquarium que l'on retrouve également dans Les Tuches, même si eux n'en souffrent pas. Ce qui m'intéresse au départ, c'est de dire à des personnages
Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Je vois ensuite leur réaction, forçant un peu le trait, en choisissant des caractères au départ totalement opposés. Un duo inédit dans le cinéma français. Cocorico réunit pour la première fois Christian Clavier et Didier Bourdon. Ah ouais, ils s'étaient jamais croisés encore. Les deux acteurs s'étaient déjà donné la réplique au théâtre, dans La Cage aux Folles. Si le réalisateur a pensé dès l'écriture du scénario à Bourdon, solliciter Clavier n'était pas une évidence pour lui, sans doute parce que je ne m'y autorisais pas. Une expérience assez impressionnante pour Julien Hervé. D'un coup, vous ressentez la pression sur vos épaules à l'idée de diriger ce tandem-là. C'est mon premier film tout seul, c'est presque angoissant. Mais ce sont deux professionnels, ils ne m'ont jamais fait sentir cela sur le tournage. Mais j'avoue que dans ma tête, c'était un peu les inconnus face aux splendides. Et ce n'est pas rien. Effectivement. Voilà donc pour Cocorico. On change d'ambiance avec le prochain film, La Bête, avec Léa Seydoux en tête d'affiche, accompagnée de George McKay, et on regarde la bande-annonce. Votre projet personnel? Travailler. Vous avez beaucoup trop d'affects. Faut choisir entre le travail et les affects. Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. En purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles. J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? De quoi? Que nous nous sommes déjà rencontrés. Ah oui? Talked about a strange, rare and terrible thing. You were convinced that it would eventually obliterate you. I forgot ever sharing such a confidence. You belong to me. Un jour, j'ai quitté mon mari pour cet homme. Est-ce qu'il y a un risque? Bien sûr. Il y a une bête prête à bondir. Don't be afraid. Quelqu'un va mourir. Peut-être vous, peut-être un proche. What is stronger? Your fear or your love for me? Because you think I love you. You're here. You told me a hidden beast would appear. Did you think I was crazy? Ça a l'air particulier aussi dans le genre. Est-ce que je sais pas s'il y a une interdiction ou pas, non? Ils mettent ça encore en drame ou roman science-fiction. Effectivement, le côté science-fiction, on l'a bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Mostra 2023. Ce film a fait partie de la compétition à la Mostra de Venise. Une nouvelle adaptation d'Henry James. Le film adapte le court roman d'Henry James, La Bête dans la jungle, paru pour la première fois dans le recueil The Better Sort en 1903. Il raconte l'histoire d'un homme qui attend un événement extraordinaire qui changera toute sa vie. Il demande à une femme de l'attendre avec lui jusqu'à une issue tragique. Le récit a déjà été porté au cinéma par Patrick Chia 6 mois avant la sortie de La Bête avec Anaïs Demoustier et Tom Mercier. On l'avait présenté et j'ai vu un vrai coup de cœur pour ce film et les spectateurs qui sont venus le voir m'ont dit mais explique-nous Silver parce que nous on n'a pas compris. Et c'est vrai que c'était... Alors celui-ci a l'air d'être particulier aussi, mais c'est des films, ça c'est des ambiances et si on n'arrive pas à rentrer dans l'ambiance et dans le délire du personnage qui attend l'événement incroyable, sachant qu'on comprend quand même assez vite qu'en fait, il n'y a pas d'événement incroyable. Si on n'accepte pas de se laisser porter par le truc et de vivre avec le personnage au jour le jour qui revit à peu près toujours la même chose
et on voit l'évolution d'une société au travers du temps qui passe. C'est tout simplement ça, en fait. Si on n'arrive pas à rentrer dans ce délire-là, c'est sûr que c'est même pas la peine, quoi. Adaptation libre. Par rapport à la nouvelle, Bertrand Bonello a inversé les rôles et a fait du personnage féminin celui qui est dans l'attente et le pressentiment. Je voulais que La Bête soit à la fois un film sur une femme et sur l'actrice qui l'incarne. Il précise « La Bête dans la jungle est un texte qui me bouleverse depuis longtemps, mais j'en ai pris que l'argument est celui de la bête cachée, de la peur d'aimer. La Bête en est une adaptation plus libre. » La plupart des dialogues qu'on entend dans la longue scène de bal au début viennent d'Henry James. Le film se détache ensuite de la nouvelle. Une quasi-dystopie. Une partie du film se déroule en 2044. Bertrand Bonello voulait faire de La Bête une quasi-dystopie en proposant un futur assez proche pour que le spectateur le trouve imaginable. Le travail ou les affects, c'est un dilemme atroce vers lequel nous nous dirigeons peut-être, dans une société de plus en plus contrôlée et dont l'absence grandissante de rapport au secret rime avec absence de liberté, mais qui m'a permis de développer un récit et une réflexion sur une histoire des sentiments. Le réalisateur voulait éviter de tomber sur l'ultra-technologisme, qui peut vite paraître démodé, et le post-apocalyptique, où tout est en ruine. Il n'y a aucun futurisme extravagant, l'évolution du monde est beaucoup plus comportementale et idéologique. C'est un monde rempli d'une nouvelle sérénité, apaisante en apparence mais terrifiante dans le fond. Lors d'une scène, le personnage de Gabriel participe à une sorte d'entretien d'embauche en répondant à des questions posées par une voix off. Celle-ci est la voix du réalisateur Xavier Dolan, par ailleurs coproducteur de La Bête. 1910, 2014 et 2044, le récit se déroule à 3 périodes distinctes. 1910 est une année un peu postérieure à celle où se déroule la nouvelle de Bertrand Bonello, de la nouvelle point. Bertrand Bonello l'a choisi à cause de la crue historique survenue à Paris cette année-là. Cette partie a été tournée en 35 mm afin de lui donner un côté plus doux et charnel. Quant à 2014, il fallait une période avant l'ère #MeToo, le personnage de Louis étant inspiré d'un tueur qui a réellement existé, Elliot Rodger. Enfin, pour 2044, le réalisateur explique « Je voulais que les constats de catastrophes passées nous concernent directement, et c'est tous les jours un peu plus le cas. Et c'est tous les jours un peu plus le cas, il doit manquer un mot là. Y compris dans notre rapport aux affects, les affects sont de plus en plus malmenés. » Inspiré par l'auteur d'une tuerie, le personnage de Louis en 2014 est inspiré par Elliot Rodger, l'auteur de la tuerie d'Isla Vista. Âgé de 22 ans, cet homme a tué le 23 mai 2014 6 personnes et en a blessé 14 avant de se suicider. Dans une vidéo publiée sur YouTube, le meurtrier annonçait vouloir prendre sa revanche sur l'humanité, se confiant sur sa solitude et sa haine des femmes qui n'ont eu de cesse de le rejeter. Léa Seydoux. Bertrand Bonello explique pourquoi il a choisi Léa Seydoux pour le rôle principal. Je ne voyais pas d'autre actrice capable d'interpréter le personnage de Gabriel sur 3 époques. Léa Seydoux a un côté intemporel et moderne, c'est rare. Sa beauté est très différente dans les 3 périodes du film. Je la connais bien depuis longtemps, mais quand la caméra la regarde, il est impossible de savoir ce qu'elle pense. Elle possède un mystère. Il considère que La Bête est aussi bien un portrait de femme qu'un documentaire sur l'actrice. Dédié à Gaspard Ulliel, La Bête est dédiée à Gaspard Ulliel qui devait à l'origine incarner le personnage masculin principal, mais l'acteur est décédé en 2022 pendant la préparation du film. Le réalisateur a eu la conviction qu'il ne fallait pas abandonner le projet et engager un acteur anglo-saxon afin que le remplaçant ne souffre pas de la comparaison avec Ulliel. Dès ses essais, Jean McKay a convaincu le réalisateur qui raconte « Je trouve cet acteur prodigieux, il a un nombre de nuances incroyables, ce qu'il a à faire dans le film est très difficile. » Monsieur Caluzarium, bonsoir. Merci beaucoup pour le 13e mois. Allez hop hop hop, on continue le soutien. Merci beaucoup pour le soutien. 13 mois déjà. Eh bien, mais ce qui est curieux, c'est que normalement on a une notif de Twitch quand
quand on arrive à l'anniversaire d'affiliation. Et ben moi, je l'ai pas eu. Allez savoir. Où c'est que j'en étais? Je l'ai fait venir à Paris pour faire des essais avec Léa, et j'ai su en les voyant côte à côte que je tenais le couple de la bête. Le comédien ne parlait pas un mot de français avant le tournage. On dit toujours que les acteurs anglais sont d'énormes travailleurs. J'en ai eu la confirmation. Bah oui, c'est moche. Un QR code en guise de générique de fin. Ah bah allez, toujours plus. La bête se clôt par un générique consistant en un QR code que le spectateur est invité à scanner. Bertrand Bonello explique ce choix. En général, un générique est un moment d'émotion avec de la musique, les noms qui défilent, les spectateurs qui se lèvent les uns après les autres et s'apprêtent à retrouver la lumière du dehors. Ici, nous sommes dans un monde où les affects ont été bannis. Il est donc logique qu'il le soit aussi du générique. Je sais pas quoi dire. Mais donc, c'est quoi? Il y a un QR code pendant 2 minutes ou il apparaît juste comme ça, puis pouf, fin? C'est curieux, ça. Que je réussisse à voir le film pour comprendre ce qu'il voulait faire. Voilà, c'était donc La Bête. On va changer d'ambiance. Avec un film plus dur. Long aussi, il fait 2h30. Bah écoute, à ce point, tu as qu'à coller ton film sur un QR code. Voilà, c'est ça. Non mais ouais, Puis j'ai du mal à comprendre la justification en fait. J'ai du mal avec ça. Mais bon, on peut pas tout comprendre. Hein. On part dans une ambiance de guerre avec Green Border par le réalisateur de L'ombre de Staline. J'étais en train d'essayer de le lire sur l'affiche, c'est ça. Par le réalisateur de L'ombre de Staline qui était déjà assez dur. Et bah là, il réédite. Hein. Demande ici. يا حبيبي لأنه نحن بنص الغابة. وصلنا على السؤال؟ لا حبيبي. ستار. $300 now. What is it? We're in Poland! We're in Europe! We made it! Sir? Water? Straż Graniczna dostała rozkaz przerzucania was przez druty. Polskie władze nie chcą was tutaj. Musicie pokazać profesjonalizm. Jasiek, co się dzieje? Wiesz, że nie chciałeś wiedzieć. To nie są ludzie. To są żywe pociski. الروسيين رح يرجعوا يفوتونا على بولندا. Dom jest do waszej dyspozycji. Stąd jest znacznie bliżej do granicy niż z waszej bazy w miasteczku. Nie rzucalibyście się w oczy. Jeżeli chcesz iść na interwencję, to musisz zaakceptować zasady. Dajemy żywność, wodę, leki, ubrania, powerbanki, telefony. Widziałeś jakieś zwierzęta w lesie? غزال وضبي وزرافة. I nie wchodzimy do strefy stanu wyjątkowego. Nie możemy im dać pretekstu, bo oni uderzą w całą organizację. Why are you doing this to us? It's illegal! We're in Europe! Czuję napięcie na granicy z Białorusią. Coraz częściej. Nigdy nikogo nie zostawię samego w lesie. Je vous avais prévenu, hein. On n'est pas au top du gay là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Naissance du projet. En Pologne, dans les années 70, la génération de cinéastes à laquelle appartient
Agnieszka Holland a senti qu'elle avait la responsabilité de représenter les problèmes du monde et qu'il était nécessaire de parler de sujets difficiles et de poser des questions existentielles, mais aussi éthiques, sociales et politiques. La réalisatrice explique, ce mouvement a été surnommé Kino Moralnego Niepokoju, le cinéma de l'inquiétude morale. Oh, c'est beau ça, le cinéma de l'inquiétude morale. Le cinéma polonais d'aujourd'hui, que je tiens globalement en haute estime, a quelque peu tourné le dos à ce type de questions. Est-ce parce que tout va si vite maintenant, ou parce que le monde est si complexe qu'il est difficile de mettre le doigt sur quelque chose de vraiment important et qui mérite qu'on s'y consacre? Il se peut que les artistes soient simplement submergés par un sentiment de chaos et ne voient aucun moyen de le maîtriser. Ou cela pourrait simplement être dû au financement, qui sont de plus en plus difficiles à trouver pour des projets qui adoptent une position claire sur des sujets controversés. Mon sentiment est qu'il n'y a aucun sens à faire de l'art si l'on ne lutte pas pour questionner les vrais problèmes, ceux qui sont douloureux et parfois insolubles et qui nous obligent à faire des choix difficiles. Cinéma engagé. Pourquoi ce sujet? Les amis de Agnieszka Holland avaient trouvé un corps à la frontière, comme elle s'en rappelle. Il était nu, mort de froid. Ce n'était pas le premier corps qu'il trouvait, mais c'est à ce moment-là que j'ai appris que lorsqu'un quelqu'un est en hypothermie, il a l'impression d'avoir une forte fièvre et commence à se dévêtir. Et cette image de ce jeune homme mourant de froid ici dans mon pays, juste à côté, là dans les bois où les gens promènent leurs chiens et cueillent des champignons, est quelque chose de tellement horrible. Face à cette crise fabriquée par les politiciens, nous devons prendre une position claire en tant qu'artistes, en tant que personne, en tant que société et en tant que pays. Authenticité. Le scénario de Green Border a été développé à la demande de Agnieszka Holland et pratiquement chaque événement décrit a réellement eu lieu dans une certaine mesure. La cinéaste précise, avec mes co-auteurs Gabriela Lazarkiewicz, Sieksko et Maciej Pizuk, nous avons minutieusement recherché et vérifié nos sources. Nous avons récolté les témoignages de ceux qui vivaient la situation de chaque côté de la frontière. Mais je ne suis pas une documentariste. Je réalise des films de fiction, le type de fiction qui consiste à traiter la réalité de manière synthétique plutôt que de simplement la décrire. Synthétique de 2h30 quand même. Côté casting, Agnieszka Holland a reçu beaucoup d'aide de Behi Janati Atay, qui joue le rôle de Leila, la femme afghane. Bien qu'elle soit une actrice professionnelle, elle travaillait également en tant que directrice de casting en France. C'est elle qui a trouvé Mohamed Al-Rashi et Jalal Attawil, ainsi que Dalia, qui joue Amina, la fille de Bachir, dans le film. La réalisatrice raconte: nous avons cherché des acteurs partout en Europe. Il était important pour nous que l'arabe parlé par la famille de réfugiés dans le film soit cohérent, car l'arabe est une langue plurielle avec de nombreux dialectes. Ils ont été rejoints par une constellation d'acteurs polonais, dont Maja Ostaszewska, qui joue le personnage principal de l'activiste, et a elle-même passé du temps à la frontière, apportant son aide aux victimes. Tomek Wlosok, qui joue le garde-frontière, est incroyablement talentueux. Dans le film, il est en couple avec Malwina Bus. Ils sont mariés et femmes également dans la vie. Visée et idéologique. La réalisatrice n'a aucune illusion sur sa capacité en tant qu'individu à sauver le monde et ne se définit pas du tout comme une idéaliste. Je suis d'accord avec Marek Edelman quand il a dit que le potentiel du mal peut se réveiller en n'importe quelle personne, à n'importe quel moment, et que ceux qui le contrôlent portent une grande responsabilité. Est-ce que je crois que seul ou avec d'autres qui pensent comme moi, je peux changer cela? Non. Cependant, je crois que c'est mon obligation d'essayer. Depuis quelque temps, je me surprends souvent à penser aux paroles de Wyspiański. Partout où nous le pouvons, nous devons prendre le contrôle, étant donné que tant de gens renoncent au contrôle sur tant de choses qui se passent. Je ne sais pas comment changer le monde, mais je sais comment raconter des histoires avec l'aide du cinéma. Alors c'est ce que je fais. Et si c'est de la même qualité que l'ombre de Staline, ça va prendre aux tripes et poser les choses bien comme il faut.
Hop. Allez, film suivant. Très beau film qui nous vient d'Allemagne, il me semble de tête. Et qui nous emmène... qui pose la question de la femme. De très très belle manière. On regarde la bande-annonce. Menschen machen nur Kopfschmerzen. Und wenn du sie nur brauchst, dann sind sie nicht da. Deswegen bin ich lieber allein, bevor jemand meinen Kopf fickt. Ich könnte das niemals. Egal wie sehr meine Familie oder Freunde meinen Kopf dingsen. Ich könnte niemals ohne sie leben. Kannst du meiner Mutter nichts davon erzählen? Du kennst sie, sie ist einfach zu stolz für sowas. Ich bin eine junge Frau, die nicht verheimlichen muss, dass sich mit einem Jungen trifft. Tu mir das jetzt nicht an und komm wieder rein. Was willst du eigentlich hier? Soll ich mich jetzt schämen oder schuldig fühlen? Weißt du, weshalb ich immer wieder herkomme? Weil ich hier die Freiheit habe, selbst zu entscheiden, weil ich gehe. Ich liebe meine Familie und meine Tradition. Ich bin nur manchmal mit den Regeln nicht einverstanden. Et la question du poids des traditions, qu'en dira-t-on, de la famille. C'est vraiment... donc c'est dans une famille kurde, originaire, d'origine kurde. C'est pas des... C'est d'origine kurde, mais allemand. La jeune fille, elle est allemande, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film Virginia Kerr. Milena Aboyan n'a pas été surprise lorsqu'elle a découvert le produit Virginia Kerr qui a été conçu pour aider les femmes en détresse à simuler leur prétendue virginité à l'aide de capsules de faux sang. La réalisatrice explique « L'histoire de la sexualité des femmes est une histoire d'autorité masculine sur le corps féminin. L'idée erronée, selon laquelle la virginité d'une femme peut être prouvée par un hymen qui se déchire et saigne lors de rapports sexuels avec pénétration, est une invention dangereuse. » Très bonne critique dans l'UMA d'aujourd'hui. Bah écoute, c'est mérité parce que vraiment, il est magnifique, l'actrice joue vraiment bien. Puis il y a tellement de questions qui sont posées dans ce film. Il y a pas mal de films qui posent des questions comme ça en ce moment. Et du coup, je me disais que au lieu de faire qu'une soirée le 8 mars, alors je dis pas qu'on va faire des débats sur tous les films, mais on va faire en mars un fil rouge comme ça, la femme face à la religion, face aux traditions, enfin voilà. Du coup, il y aura pas mal de films comme ça qui vont ponctuer le foie de mars. Oui, tout à fait. Le mois de mars et qui seront sur ce sujet-là. En réalité, aucun hymen ne ferme l'entrée du vagin. Il s'agit plutôt d'une membrane muqueuse qui encadre l'ouverture du vagin, comme un petit anneau qui ne se déchire et ne saigne pas nécessairement pendant les rapports sexuels. Au contraire, de nombreuses femmes ne saignent pas après leur premier rapport sexuel avec pénétration. Qui est Milena Aboyan? Milena Aboyan est née kurde yézidi en Arménie. Ouais, elle cumule, hein. En 1992, en Allemagne en 2010, elle a commencé une formation sur 4 ans pour devenir actrice. Au cours de ce programme, elle a joué dans plusieurs pièces de théâtre. Après avoir obtenu son diplôme, elle change de discipline et commence à se concentrer sur l'écriture. Elle a travaillé en tant qu'assistante dramaturgique pour une série de l'ARD diffusée en début de soirée. En 2015, elle a étudié l'écriture de scénarios à la Film Academy Baden-Württemberg. En 2019, elle a remporté le prix du scénario d'Emden
Ella est son premier film à la Film Academy. Il a reçu le Kaiju Cinema Diffusion Prize lors du festival de Locarno. C'est mérité. Un ordre social inégalitaire. Le film raconte l'histoire de la jeune Ella qui se bat jusqu'à littéralement donner de sa personne pour retrouver sa supposée virginité. Milena Bouillant précise. Pourtant, son parcours n'est qu'une infime facette de ce à quoi nous, les femmes, sommes exposées, indépendamment de notre origine, de notre religion ou de notre culture. Nos corps sont observés, évalués et contrôlés depuis des siècles. C'est pourquoi je dois souligner que le problème d'Ella ne peut être réduit à son origine ou même à ses traditions et doit être considéré de manière universelle, parce que la racine de son problème se trouve dans le patriarcat qui a été considéré comme un ordre social évident dans l'histoire de l'humanité. Je suis préoccupé par l'idée d'éclairer, d'identifier et de briser ce système de domination. Cependant, nous ne pouvons réussir que si, comme Ella, nous questionnons de manière désobéissante cet ordre social inégalitaire et si nous nous engageons à ne jamais nous taire. Il va y avoir du boulot. Allez, on revient à quelque chose de plus léger. Avec Opération Portugal 2, La vie de château, dont on regarde la bande-annonce. J'ai mis mon meilleur homme sur le coup. C'est lui-là. Vous êtes sûr? Oui. Dites bonjour à mon cousin jumelle. On va se marier. On va se marier. C'est la fin de Jericho Vert, caralho. Ah, caralho aussi. Hakim, c'est urgent, faut que tu viennes tout de suite. Quoi? Faut que tu viennes tout de suite. Le comte de Neuville, un promoteur véreux. Il faudrait que quelqu'un s'infiltre dans le château et vole les contrats. Il faudrait que ce soit un Portugais, tu vois, parce que le comte, il négocie qu'avec des Portugais. C'est qui le Portugais qui va infiltrer le château? Ah non. Oh si. Ah non. Je vous fais investir dans le Beverly Hills portugais. J'achète tout. J'achète 10 villas. Là, c'est pour ma belle-mère. à l'extérieur. Allez, champagne. Champagne. Oui, c'est qui? Marie-Elisabeth, comtesse de Neuville. Retirez ça tout de suite. Tu vas mourir. C'est quoi ces gens? Les contrats sont juste là. On dîne, et puis on signe. Excusez-moi, il y a une erreur. Ce n'est pas du sauté de veau, c'est du sauté de porc. Hakim, faut absolument que tu répondes. Le wedding planner n'arrête pas de me relancer. C'est urgent. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est quand il est content, il court. C'est comme mon labrador. Ah, tenez, je vous présente le nouveau majordome. Je suis désolé, vous m'avez surpris, commissaire. Bonsoir. Ça vous amuse de séduire ma femme? Aïe, oh ouais. Il faut annuler le mariage. Je vais crever, moi, c'est sûr, je vais crever. Désolé. J'ai invité l'ambassadeur du Portugal. Tous mes respects, madame la comtesse. Mais c'est la femme qui vous a appris à être portugais. C'est le seul qui était disponible. Je me suis permis de vous ramener pêche-têche-nat. Ouh, des petits flancs. Non, c'est pas des petits flancs, j'ai une recette ancestrale de Portugal. Ah, enfin, on dirait quand même des petits flancs. Hein. C'est marrant, celui-là, je suis pas sûr qu'il ait une très bonne critique dans l'humain. Je suis même pas sûr qu'ils en parlent. Oui, par contre, l'appel là, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Naissance du projet. Opération Portugal s'inspire du plus grand succès de l'humoriste Jal, issu du Jamel Comedy Club. Le sketch Le Portugais, séquence remarquée notamment grâce au Marrakech du Rire. La vidéo de ce sketch cumulerait 20 millions de vues sur YouTube. Rien que ça. Comme l'explique le réalisateur Franck Simière, ce projet est né dans la tête de Jal et c'est un bordel dans sa tête. Il y a 1000 idées à la seconde. Il maîtrisait ce personnage portugais, il a eu l'idée de le mettre en situation de flic infiltré, ce qui lui va comme un gant. Moi, mon rôle au départ, c'était de ranger toutes ces idées, de les structurer pour raconter une histoire avec des personnages auxquels on croit. Nouveau venu, Grégoire Bonnet, bien connu des fidèles des scènes de ménage sur M6,
fait partie des nouveaux venus du casting Opération Portugal 2, La vie de Château. Un succès en salle. Oh, et Allociné, relisez quand vous faites des articles, là, c'est pas une, c'est un succès. Sorti en juin 2021, Opération Portugal avait rencontré un joli succès avec plus de 450 000 entrées dans une période complexe pour la fréquentation des salles. C'est vrai que c'est honorable. Retrouvailles avec Opération Portugal 2, La vie de Château. Jal est à nouveau dirigé par Franck Simière, tous deux co-signent le scénario de cette suite. Jal en quelques chiffres. Alors moi j'avoue que Jal, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je connais pas du tout. C'est vrai, rien de l'humain, je dois dire qu'à voir ce que je viens de voir, je ne pardonnerai pas de ça. Oui, t'as raison. 20 millions de vues sur YouTube pour la vidéo de son sketch le plus connu, le portugais. Just Jal, son premier spectacle, a été représenté plus de 300 fois sur 3 continents et 9 pays. Quand même, hein. Just Jal a été vu par 245 000 spectateurs en France et 35 000 spectateurs à l'international. À cœur ouvert, son deuxième spectacle a séduit plus de 170 000 spectateurs sur près de 250 dates. Et bah, bravo à lui, mais je suis passé complètement à côté. Mais quand même, ouais, je sais pas, il y a des... Ça me gêne ce type de comédie, de film, parce que c'est un peu comme... On n'a rien fait au bon Dieu, ça y va, là, ça tend un peu sur le racisme, t'as des jeux de mots, c'est plus que limite, c'est bon. Je suis pas fan de ce type de cinéma. Allez, film suivant. Creation of the God, numéro 1, Kingdom of Storms. On regarde la bande-annonce. 天下浩劫将至，此冠并为无马，杀伐太重，上天震怒。我能帮你成为全天下的王。人间有难。 此去朝歌，吉凶未卜。我走以后，你就是信息之主。无论发生什么，我要善尽心机。看来我唤醒了一头野兽。 离开朝歌，你是未来的天下公主。你是谁的儿子？不重要。我的命是你给我的，我还给你。你是谁才重要？ Et donc, film qui sortira pour ce week-end. Alors, c'est le problème un peu avec ces films-là. C'est dommage, parce que, bon, moi, je serais curieux de le regarder. Les Chinois sont très forts pour faire des films d'aventure de ce genre. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il sera disponible que ce week-end. Ouais, alors toi, t'es pas fan, Kalou, de ce type de film. Et parce qu'en fait, les distributeurs français voient pas la nécessité de le sortir sur une sortie classique. Du coup, ils utilisent ce qu'on appelle des visas temporaires, c'est-à-dire qu'ils achètent le droit de diffuser le film dans les salles pour un certain nombre de séances.
et après il y aurait une sortie DVD. C'est un peu dommage. Bon, soit on sort le film, soit on sort pas le film. Mais bon. Après, je suis d'accord sur une chose, c'est que là, sur celui-ci, quand même, au vu de la bande-annonce, les scènes de bataille sont bien faites, mais les effets spéciaux, pas foufou. Hein. Là, vraiment, il n'y a pas eu trop d'efforts. Hein. Allez, on retombe en enfance avec le prochain film, Les toutes petites créatures. C'est les vacances, donc là, on va avoir 3 petits films comme ça pour les enfants à partir de 3 ans. Au moins pour celui-ci, c'est 3 ans. On regarde la bande-annonce. Voilà la dernière création des studios Hardman, les toutes petites créatures à partir de 3 ans. De tête, il me semble qu'il y a 8 ou 9 petites histoires qui sont rassemblées en une seule... Ça fait le doublage FR, oui, bah oui. Qui sont rassemblées... 12, merci. 12 petites histoires qui sont rassemblées, c'est marqué sur l'affiche peut-être. Qui sont rassemblés en un court-métrage et écrit en petit sur la fiche. Ah oui, c'est vrai, c'est là. Bien vu, monsieur Calou, bravo. Qui sont rassemblés donc sur... donc ça fait en gros 42 minutes en tout. Et vraiment, moi je sais que j'adore ces petits films parce que c'est plein d'imagination. Ils se démènent pour des enfants de 3 ans et ça marche toujours auprès des gamins. Moi, je suis admiratif du travail qui est fait à chaque fois. Le film suivant, on reste dans le jeune public, mais là, un peu plus âgé, programme de 4 courts-métrages, on est à peu près sur la même durée, 45-50 minutes. Mais là, on est à partir de 6 ans, puisqu'il y a une histoire qui est un peu plus développée avec des paroles. Donc, 3 ans, c'est peut-être un peu trop jeune pour ce film-là. On regarde la bande-annonce. Regarde cette tête. Voilà, en plus, il y a plusieurs types d'animations qui sont utilisées. Il y a le dessin, la stop motion, la 3D, vraiment, c'est très, très joli film. Alors, film suivant, Roquette et les Mal-Aimés. Alors, Roquette et les Mal-Aimés, il faut que je trouve un moyen de le voir quand même pour me faire un avis sur le film. On est pareil, on est sur une série de 4 courts-métrages et c'est en fait la suite d'un film qui est sorti il y a 2 ans, qui était aussi pour les enfants des 3 ans et qui s'appelait tout simplement Les Mal-Aimés.
qui était magnifique, et les mal-aimés, c'était les animaux qu'on n'aime pas forcément ou qu'on ne voit pas forcément, qui peuvent faire un peu peur. Donc il y avait les chauves-souris, il y avait le ver de terre, il y avait plusieurs animaux comme ça. Et normalement, le distributeur du film, quand il y a des suites comme ça, c'est en l'occurrence Cinéma Public Film, aime bien accompagner les réalisateurs quand ils font des suites. Et quand j'ai vu qu'il y avait Roquette et les Mal-Aimés qui étaient annoncés comme la suite des Mal-Aimés, j'ai téléphoné au distributeur pour en discuter avec lui. Il m'a dit non, on n'accompagnera pas le film parce qu'il y a une baisse de qualité qui est énorme. Du coup, sur celui-ci, on ne travaillera pas avec la réalisatrice. Du coup, je suis curieux de découvrir le film pour me faire mon propre avis. Mais dans tous les cas, maintenant, on regarde la bande-annonce. Tu connais les Mal-Aimés? Messi, Maraude, Murphy, des Dahlia, Lupin et les tout nus tout gluants tout rampants. Et bien maintenant, il y en a des nouveaux. Quatre autres boules de poils, de plumes et d'écailles mal-aimées. Je crois que tu vas frissonner, rigoler, chanter et danser. C'est au cinéma que ça va se passer. Voilà. Bon, alors c'est vrai qu'il y a les scènes en prise de vue réelle en extérieur. Ça a pas l'air trop simple. Donc, bon, c'est peut-être ça qui a fait que le distributeur a dit... parce que donc, ça a l'air d'être deux ou trois histoires comme ça tournées en extérieur et une en animation. Donc, ouais. Si j'arrive à le voir, je mettrai un avis sur Discord. On arrive à un moment que vous attendez toutes et tous forcément, puisqu'on arrive à l'instant Bollywood. Ah tiens, ça n'a pas changé. Voilà. L'affiche a changé un peu plus tard. Bollywood. Allez, hop. Alors, faut que j'active les sous-titres. Voilà. Ouais, alors paramètres des sous-titres. Traduire automatiquement en français. Avec un premier film, Lover, dont le titre original indien est True Lover. Je ne sais pas pourquoi en France on l'a sorti que sous Lover. On regarde la bande-annonce. Hey, happy birthday, ne? Wish you many more happy. హ్యాపీ బర్త్డే దివ్య. లాస్ట్ 6 yearsలో మన ఇద్దరం కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుని ఫస్ట్ బర్త్డే ఇది. ఎనీవేస్ ఎంజాయ్. గొడవ పడ్డం మనకేమైనా కొత్త, లేదా బ్రేకప్ చేసుకోవడం మనకి ఇది ఫస్ట్ టైం? చెప్పు. సారీ. వాడు సింపుల్గా సారీ అడిగాడు, నువ్వు ఒప్పేసుకున్నావు. ఏమ్మా దివ్య, మీ ఇంట్లో ఇంకెప్పుడు చెప్తావమ్మా? నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వు. డబ్బుకే రెస్పెక్ట్ ఇక్కడ. ఈ లవ్ బొక్క ఇవన్నీ టైం పాస్కే. ఈడితో ఎందుకు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నావు? ఈడో పనికి మాలేదు. దివ్య, మదన్ వాండర్స్ తనకి ఎంతమంది
ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ తెలుసా ఐషు? వర్క్ కాకుండా ఐ లైక్ ట్రావెల్, ఫోటోగ్రఫీ అండ్ మ్యూజిక్. ఎన్నిసార్లు ఇలా అబద్ధం చెప్పెళ్ళావే? ఎర్రి పూలా కనిపిస్తున్నానా నీకు? నువ్వు వాడికి నిజం చెప్పి కనీసం ఫ్రీగా ఎక్కడికి వెళ్ళలేకపోతున్నావు. మీ రిలేషన్షిప్ నిజంగా హెల్దీగా ఉందో లేదో ఆలోచించు. నీ డబ్బున్న ఫ్రెండ్స్ పక్కన నేను నించుంటే నీకు కంపరంగా ఉందా? చంద్ర కొడుకులు ముందు బతికి చూపిస్తాను. వీళ్ళందరూ కలిసి నిన్ను మార్చేశారు. లేదు అరుణ్, నేనేంటి నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇటు చూడు, నాకు నువ్వు, నీకు నేను, అంతే. ఇంకా అమ్మ. యూ డిజర్వ్ బెటర్ ఐ ఫీల్. 6 ఏళ్ల రిలేషన్షిప్ ఐషు. వాడితో నేను ఒక లైఫ్ టైం ఇమాజిన్ చేసుకున్నాను. ఐఎమ్ సో సారీ. ఐ లవ్ యూ సో మచ్. నన్ను మర్యాదగా వెళ్ళుకో. ఐ ప్రామిస్ ఐల్ బి గుడ్. ఓకే? ఏ అరుణ్, ఏం నువ్వు చేస్తున్నది? ఏంటి? ప్లీజ్ రా, ఏ దివ్య, తర్వాత మాట్లాడుకోరా ప్లీజ్ రా. నువ్వు వెళ్ళి ఒక జాయింట్ రోల్ చెప్పరా. ఐఎమ్ కమింగ్ సూన్. Voilà donc. Histoire d'amour impossible. Si on reprend le synopsis, Aaron vit son idylle dans le bonheur, mais l'arrivée de Vicky, son ennemi, va perturber sa vie amoureuse. Voilà. Oula, qu'est-ce que ça fait là? Hop. Deuxième Bollywood de la semaine. Oui. Alors, c'est marrant, on a beaucoup de films comme ça sur le... C'est le cricket, le... Non, c'est pas le hockey, c'est... Ouais. C'est quoi là, comme ça, avec la batte, là? Là, le salam. Ah bah, j'ai pas de synopsis, comme ça, au moins, je suis bien. Mais il y a beaucoup de films, là, avec ce sport, où ils espèrent réussir dans le sport pour changer de catégorie sociale. C'est un peu l'histoire de tous ces films, le temps de mettre les sous-titres, et on regarde la bande-annonce. Ouais, là c'était du vrai de vrai Bollywood. C'est du baseball. Le baseball, c'est avec la batte, c'est plus américain, c'est avec la batte plus ronde. Là, vraiment, la batte est plate. Sport de balle, indien. Le cricket. Ce sport de balle est de batte hyper populaire dans toutes les nations de l'ex-empire britannique. Là, c'est pas tout à fait pareil. Il a été introduit au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, la discipline est devenue une véritable religion pour les Indiens et les Pakistanais. Voilà. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Mais à un moment donné, quand même, dans la bande-annonce, je me suis dit, il est où le joueur de cricket, quoi? Parce que on le voit quand même pas beaucoup. Allez, dernier film de cette présentation. Tori, Bahaton, Main, Aïssa, Ulja, Jia. On regarde la bande-annonce. सारी लैंग्वेजेस बोल लेती हो, हर तरह का खाना बना लेती हो, पहली बार सिगरेट पीती हो और खांसती भी नहीं हो। तुम लड़की हो या अलादीन का चिराग? अलादीन का चिराग। मैं भी उसकी तरह सबकी विश पूरी करती हूँ और मुझे किसना भी नहीं पड़ता। तुम मजाक कर रही हो या लाइन में? लाइन मार रही। I'm impressed. हमारे कोई टंटे नहीं है? टंटे मतलब? टंटे is like हिंदी slang for नखरे। अच्छा सुनो, वो हिंदी स्लैंग में दोनों क्या कर रहे हैं? चुंबन। कैसी ये लग रही कमाल तेरी अखियां गुलाब ना जावे साडा प्यार तैनू छड़े Sifra, will you marry me? Is that possible? Sifra versus the classic Indian family. हाय शर्मिला, ये मुझे नाम से क्यों बुला रही है? मम्मी अमेरिका से है ना? अमेरिका से है? धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे हाँ। मैं कल आ रहा हूँ, इसको देखिए, आप सारी बातें कर लेते। अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी लग रही है। ये इस घर की न्यू मेंबर हरामी बहू, हमारी बहू। गोरी चिट्टी है ना? वो अमेरिका से है ना मॉम? ये दोनों हाथों से खाना बना लेती है। वो अमेरिका से है ना?
अमेरिका से है ना। Congratulations. थैंक यू मासी। मुझे आपको किससे मिलाना है? Hi, I'm Sifra. Are you crazy? सिफ्रा? सिफ्रा? मासी इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। इसकी बैटरी डेड है, टाइम लगेगा चार्ज होने में। अबे ये रोबोट कैसे हो सकती है यार? नाम बोलो जी। Sifra, पूरा नाम? super intelligent female robot automation. साउथ से हो जी आप? She's dead. मेरे मन में सिफ्रा के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं और ये जानने के बाद भी कि वो रोबोट है वो जान ही रही है। एक बात पूछूं, रोबोट होना बुरी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर? तेरी बातों में समझा जिया। आज तो लग रहा है पूरे दिल्ली में आग लगा देगी तुम। क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी दिल्ली में आग लगा दूं? नहीं नहीं सिफ्रा वो ऐसी मजाक कर रही है। ओह, जोक। Voilà, là on est sur de la comédie romantique, plus classique, mais bon. Alors, le synopsis, Arian n'arrive pas à trouver la partenaire idéale, il rencontre une fille parfaite, 6 frères lors d'une mission aux États-Unis et tombe amoureux d'elle, avant de découvrir plus tard qu'il s'agit d'une histoire d'amour impossible, mais bien entendu, ils vont tout surmonter pour vivre leur histoire d'amour. Voilà. On arrive donc à la fin de cette émission. Je regarde s'il y a des gens à raider. Bah, je vois pas tellement là, j'ai pas grand monde. Donc, bon, on va se dire bonne soirée comme ça, c'est pas mal non plus, hein. Et j'espère que il y a des films qui vous ont plu. Il y a eu un peu moins de films que la semaine dernière, mais c'est pas mal non plus parce que après je finis, j'ai la dalle comme pas possible. Donc, merci à toutes et tous de votre présence. Merci Monsieur Calou pour le réabonnement 13e mois. 13e mois d'affilée. Merci beaucoup à toi. C'est incroyable. Je prépare une petite musique. Je vous mets l'écran de fin. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Merci à tous. Merci à toutes. N'oubliez pas, soyez curieux, découvrez de nouvelles choses. Ouvrez-vous au monde. C'est très important dans l'ambiance actuelle. Bonne soirée.